Bonjour, bienvenue sur JDR Factory et bienvenue dans ce second épisode du Guide du Maître. Dans l'épisode précédent, que si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir, on a parlé de campagne et de création d'univers. Et dans cet épisode-là, on va parler d'aventure et de scénario. Et on va surtout se demander, est-ce qu'avec les ouvrages actuels, comme le Guide du Maître de Donjons et Dragons 5 ou d'autres ouvrages comme Apocalypse World, on peut correctement aborder l'aventure et le scénario? Est-ce qu'on a les outils pour engager les joueurs, faire que la partie se passe sous les meilleurs augures, en particulier lorsqu'on est un MJ débutant? Générique. Dans le Guide du Maître de Donjons et Dragons 5, dans l'introduction sur le chapitre sur l'aventure, le maître de l'aventure, on lit que créer une aventure, c'est l'élément le plus gratifiant pour un MJ. C'est là où il va pouvoir contrôler ce qui se passe autour de la table en écrivant son scénario, en créant son aventure. Et on donne comme conseil de s'inspirer du cinéma, des séries télé, pour y puiser un maximum d'inspiration pour réaliser, mener ses aventures. Je trouve que c'est un demi-bon conseil. C'est un bon conseil parce que, évidemment, les fictions télévisuelles ou cinématographiques sont de grandes inspirations pour des idées de base, des descriptions d'univers, des descriptions de monstres, des réactions de PNJ. Tout ce genre de choses sont de très bonnes influences. C'est aussi une bonne chose lorsque on veut que les joueurs autour de la table aient les mêmes références pour une aventure. Si on décide de jouer à Star Wars, par exemple, et que tous les gens autour de la table ont vu Star Wars, eh bien c'est beaucoup plus facile de les immerger dans l'univers. Et par exemple, lorsqu'on dit qu'un vaisseau arrive et qu'on dit qu'un TIE Fighter arrive, c'est même plus la peine de le décrire, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Donc oui, c'est une bonne chose d'avoir ces références, c'est une bonne chose de puiser des idées dans ces choses. Mais, là où je trouve que c'est un demi-bon conseil, il ne faut pas imaginer que s'inspirer des techniques de scénario, des scénaristes de ces fictions, soit une bonne chose pour un maître du jeu. Car clairement, une aventure de jeu de rôle, ça n'est pas un scénario de film, ce n'est pas un scénario de série. Parce que dans un scénario de film ou de série, on va d'un point A à un point B. Le scénariste sait exactement où vont ces personnages. Alors que dans une partie de jeu de rôle, justement, le MJ ne sait pas. Et c'est ça, la force du jeu de rôle. Surtout par rapport aux jeux vidéo. Ça n'est pas linéaire. Il ne sait pas où ses joueurs vont aller. Il peut les guider, il peut leur donner envie d'aller dans une direction. Mais les joueurs sont libres de pouvoir quitter cette direction, de pouvoir faire autre chose. Et pour le coup, moi, en tant qu'MJ, lorsque j'ai commencé, j'ai souvent été face à des joueurs qui, peut-être pas envie de troller le MJ, adoraient faire tout sauf le scénario qu'on leur indiquait. Donc, on pourrait dire, ah, ils auraient dû écouter quand même ce que disait le maître. En même temps, on propose de faire du jeu de rôle, on leur propose de leur donner une grande liberté. Ils ont utilisé le seul pouvoir qu'on semblait donner aux joueurs, c'est-à-dire celui de partir là où ils voulaient. Et pour moi, c'est plutôt au MJ de réagir en conséquence. Et j'avoue, c'est pas facile, ça peut être très intimidant. Et donc, justement, est-ce que Donjons et Dragons, le guide du maître, nous donne de bons conseils pour correctement mener sa partie? La première chose que le guide du maître de la 5e édition de Donjons et Dragons nous conseille pour donc réaliser une grande aventure, ce sont les éléments suivants. Il faut donc une menace crédible. Je suis assez d'accord, c'est bien d'avoir quelque chose d'engageant pour les joueurs. Et ça, c'est un concept sur lequel on va revenir longuement dans cette vidéo, c'est-à-dire ce qui va pousser les joueurs à partir à l'aventure. Après, par menace crédible, il faut que ce soit quelque chose qui soit à la portée des joueurs. Si vous faites quelque chose de trop grand, les joueurs vont avoir du mal à penser qu'ils vont pouvoir y arriver. Il faut bien sûr les engager et il faut que ça les touche directement. Il y a une première chose aussi pour cette menace crédible, moi je ne suis pas trop pour les choses trop cachées. C'est important de mettre les choses sur la table. Plus les choses seront claires, plus les choses sont visibles, plus vous leur donnez d'informations, plus les joueurs ont envie d'agir en fonction de ces informations. Donc surtout, une des premières choses, ne jouez pas trop le cachotier, ne cachez pas vos scénarios et vos ressorts trop derrière votre écran. Essayez d'en mettre un maximum et de donner le maximum d'informations pour engager les joueurs. Le deuxième élément important, ce sont les tropes et les twists intelligents. C'est-à-dire utiliser les tropes les plus classiques, là en particulier de la fantasy, et utiliser des twists intelligents. Évidemment, je suis assez d'accord avec ça. Il ne faut pas hésiter de mettre des sorciers fous dans des tours, il faut utiliser des hordes d'orques ou de morts-vivants ou de nécromants ou tous ces clichés qu'on peut trouver dans la fantasy. Et le twist intelligent, c'est évidemment quelque chose d'important. Mais il faut quand même savoir quelque chose. Plus vous allez chercher un twist intelligent, plus vous allez vous éloigner du concept d'alignement. Parce que
Lorsque vous voulez faire un twist intelligent, vous allez vouloir subvertir les attentes des joueurs. C'est-à-dire que peut-être que le nécromant est gentil, peut-être que le paladin est en fait peut-être des choses qui ne sont pas positives pour le monde autour de lui. Et en faisant ça, vous allez subvertir le concept d'alignement qu'il y a dans Donjons et Dragons. Évidemment, dans plein d'autres jeux, il n'y a pas ce concept d'alignement. Enfin, c'est important quand même de noter que plus vous allez vouloir twister ces tropes de la fantasy, plus vous allez vous éloigner d'un des éléments importants de la base de Donjons et Dragons, qui sont les alignements. Alors, vous inquiétez pas, c'est une des premières choses que moi j'ai jetées dans Donjons et Dragons, ce sont les alignements. Le troisième élément important, c'est le focus sur le présent. Oui, une aventure, ça se passe ici et maintenant. D'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo d'avant, la première partie, pour moi, tout ce qui existe dans un jeu de rôle, c'est ce qui se passe autour de la table. Et donc là, c'est vraiment sur le focus sur le présent. Le conseil vous dit que parfois, vous allez avoir besoin de leur donner des informations pour leur donner envie de comprendre des choses, des secrets. C'est vrai, c'est important lorsque vous voulez faire découvrir à vos joueurs votre univers de balancer des informations. Mais attention à l'infodumping, n'en mettez pas trop. Commencez petit, par petites touches. Idéalement, montrez-leur, faites-leur vivre des choses. Si par exemple dans votre univers, vous avez un ordre d'inquisiteurs qui a une histoire longue comme le bras et que ces inquisiteurs sont importants dans votre aventure, ne balancez pas toute l'histoire de l'ordre. Présentez un inquisiteur qui va agir d'une certaine manière, qui va pouvoir évoquer une ancienne bataille qui est importante dans votre setting, mais que peut-être les joueurs, s'ils posent des questions, ils en sauront plus. Rendez ça le plus naturel possible. Le quatrième élément, ce sont les héros qui comptent. Et là, pour le coup, le guide du maître dit une chose très intéressante. Il dit qu'évidemment, ce qui compte, c'est que les actions de vos joueurs comptent. C'est-à-dire, il faut faire attention à eux, à ce qu'ils décident de faire, et qu'ils ne vont peut-être pas suivre gentiment votre scénario. Donc je l'avais dit avant, et donc c'est bien que le guide des maîtres en parle. C'est important. Il faut se méfier, d'ailleurs il le dit, ils utilisent le terme de railroader, il faut se méfier de ça. C'est pour ça souvent que moi je préfère l'approche bac à sable, qu'elle soit sur du long terme, sur du court terme, lorsque en gros on ne met que des petits points, des petites touches, de PNJ, de lieux, et qu'après on met les joueurs dedans et on voit comment ça se passe. Et c'est pour ça que improviser est quelque chose d'important. Je trouve que ce conseil, qui est un très bon conseil, est à double tranchant parce que comme on fait avec des histoires bien écrites, souvent très corsetées qu'il y a dans le commerce. On y reviendra. Le cinquième élément, le cinquième conseil qui est donné tout de suite par le guide du maître, c'est de donner quelque chose à chaque type de joueur. Évidemment, très bon conseil. Il faut que si vous avez quelqu'un qui aime le roleplay, ou si vous avez quelqu'un qui est fort en roleplay, il faut lui donner des discussions à faire. Évidemment, si vous avez quelqu'un qui est fort en exploration, c'est bien que votre scénario s'oriente autour de l'exploration. Maintenant, il y a une limite à ça. Et pour moi, la limite, c'est le système. Donjons et Dragons fait très bien ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire l'exploration, un peu de roleplay, un peu de combat, tous ces genres de choses. Mais si par exemple vous avez des joueurs qui n'aiment pas le combat, je suis pas sûr que Donjons et Dragons soit le meilleur jeu pour eux. Ça aussi, c'est important. C'est qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi avec un système. Mais pour moi, il faut bien déterminer ce que le système est le plus apte à faire et jouer autour de ça. Donc c'est bien de s'adapter à ce que vos joueurs veulent, mais si vous avez décidé de faire du Donjons et Dragons, c'est que vos joueurs ont envie de jouer les tropes de Donjons et Dragons. Et donc ils ont envie d'avoir un peu de baston, un peu d'explos, un peu d'enquête, et que tout ça leur plaît. Le sixième élément, c'est la surprise. Il faut surprendre ses joueurs, surprendre le train-train de l'aventure. Évidemment, c'est un très bon conseil. Je rajouterai juste ces petits détails, c'est que attention à la surprise. Déjà, il n'en faut pas tout le temps, sinon ça devient trop routinier. Et ensuite, il ne faut pas que votre surprise soit gratuite, ou alors qu'elle casse complètement ce que les joueurs sont en train de faire. Par exemple, s'ils viennent de sauver quelqu'un ou de sauver un village, surprise, bah non, le danger continue, et que ça annule complètement leur action, bah non, c'est pas très intéressant. Donc il faut que la surprise soit organique dans la narration, naturelle, et surtout qu'elle ne casse pas ce que les joueurs ont fait avant. Et c'est là où je vais me tourner vers Apocalypse World, qui est un système narratif dont la narration est entièrement générée par les dés, en plus de ce que font les joueurs. Et je trouve que cette mécanique est assez intéressante et peut tout à fait s'adapter dans Donjons et Dragons. Puisque une des choses qui peut arriver avec un jeté de dés, ce sont les échecs. Et un échec, c'est quelque chose qui bloque. Je donne régulièrement cet exemple, celui du crochetage. Lorsque vous voulez crocheter une porte, vous jetez un dé, vous ratez votre jet, vous ne pouvez pas rentrer, ça n'a aucun intérêt. On veut savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. En gros, pour moi, lorsque je fais jeter un dé, un échec, ça veut dire un rebondissement qui doit impacter fortement les joueurs. Pour l'histoire de la porte,
Si je rate mon jet de crochetage, j'ouvre la porte, mais derrière, il y a un garde qui m'attend ou qui est là et qui risque de me tomber dessus. Et si vous utilisez cette méthode, c'est-à-dire que vous arrêtez de considérer les échecs au dé comme des échecs, mais plutôt comme des rebondissements, avec ça, vous pouvez justement créer de la surprise. Alors, il ne faut pas avoir peur de balancer les premières choses qui vous viennent à l'esprit, mais grâce à ça, vous allez pouvoir surprendre vos joueurs à plein de moments. Par exemple, ils veulent parler à quelqu'un, ils lancent des dés, ils font un jet détestable en charisme, le jet est pourri. C'est pas pour ça que la personne va s'énerver, oh, il va vouloir leur taper dessus. Et peut-être que dans vos têtes, ah, ils ont raté. Ok, donc maintenant, celui-là, c'est un traître. Il va vouloir faire quelque chose contre eux. Ou leur mettre des bâtons dans les roues. Peut-être pas tout de suite, rapidement, parce qu'encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas garder trop des choses longtemps derrière son écran, il faut vite le donner aux joueurs. Mais ça vous fait un rebondissement. Merde, en fait, le barman, eh ben, il faisait partie du culte. C'est aussi un bon moyen. Vous êtes dans une ville avec des cultistes, et en fait, vous savez si quelqu'un est un cultiste lorsque les gens ratent leur jet de baratin, ou lorsqu'ils ratent des jets. Hop, telle personne, il voulait espionner quelqu'un, il se rapproche de lui, il rate un jet, bah oui, alors c'est un cultiste et il les a vus. Tout ce genre de choses, c'est des manières de faire des surprises organiques en utilisant le système de jeu. Le 7e et dernier conseil, avoir une carte utile est très important. Le support carte est très important. Et là, je suis évidemment à 100% d'accord avec ça. Avoir une bonne carte, surtout si vous faites un bac à sable, c'est important. Bien dessiné ou bien fabriqué, même si vous n'êtes pas obligatoirement prêt à prendre du temps à designer vous-même votre carte, il y a plein de cartes sur le net. Et tout ça, c'est très important, parce que la moindre carte que vous allez mettre sous vos joueurs, ils vont la regarder, ça va leur inspirer, ils vont vouloir aller derrière ça. C'est quoi cette chose qui traîne dans cette forêt-là? J'ai envie de savoir. Et donc le support visuel est très important. Et je vais même aller plus loin, même plus qu'une carte, l'image est quelque chose d'important. Ça m'est arrivé, moi, pour illustrer, comme je joue beaucoup en ligne, des endroits, des personnages, des lieux, de chercher des visuels longtemps sur Internet. Et j'ai vraiment une banque de données énorme d'images. Et quand je la pose, par exemple, vous arrivez dans cette tour et je pose un dessin de tour, cette tour va m'inspirer des choses. Parce que je vais la regarder, je vais dire, oh là c'est bizarre, là il y a un étage où il y a une ombre bizarre à travers la fenêtre, à cet étage-là il doit y avoir quelque chose. Tout ça pour dire que pour moi, une image, c'est aussi fort qu'un scénario écrit, voire même plus. Et très souvent pour moi, une image, ça a été la base de mon scénario. J'en suis arrivé là parce que je joue en ligne, et que donc en ligne, on met rapidement des visuels pour que les joueurs voient les choses. Mais même si vous jouez autour d'une table, avec vos potes, bah, c'est pas, vous avez un laptop à côté de vous, vous l'ouvrez, et hop, vous montrez un visuel, ça marche aussi bien. Donc essayez une fois, prenez un dessin d'une personne, ou d'un lieu, ou d'une maison, ou d'un château, regardez-la, regardez ce dessin, et voyez ce que ça vous fait jaillir comme idée, et vous allez voir que vous allez naturellement avoir envie de faire vivre des éléments dans votre aventure uniquement basés par un dessin. Ensuite, le guide du maître nous parle des scénars du commerce. Car j'imagine que le premier conseil que vous allez recevoir, c'est lorsque vous voulez mener une aventure, achetez un scénario dans le commerce, faites-le jouer, ça va vous permettre d'entrer tranquillement dans les bottes du MJ. C'est pas le plus mauvais des conseils, mais honnêtement, ça dépend de quel joueur de MJ vous êtes. Mais si vous avez le syndrome du bon élève, ce que moi j'ai eu au début de mes années de masterisation, vous allez peut-être vouloir suivre le scénario comme il est écrit. Et là, vous allez corseter la narration et ça va être horrible. Donc, moi, je me suis méfié, j'ai même des scénarios et je n'ai plus voulu les utiliser pendant des années. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait des scénarios qui étaient bac à sable. Et ces scénarios-là sont les plus intéressants. Dans les livres de Donjons et Dragons, Curse of Strahd ou The Rim of the Frost Maiden, et ces deux campagnes étant des bacs à sable, vous allez pouvoir partir de la base qui est donnée, la lire, l'ingurgiter, oublier ce que vous avez envie d'oublier, jouer ce que vous avez envie de jouer et faire de la campagne qu'elle soit vôtre. Et c'est ça le plus important. Si vraiment ça vous rassure plus de prendre un scénar du commerce, honnêtement, lisez-le une fois, oubliez-le et jouez vaguement ce qu'il en retourne. Pour moi, un scénario du commerce, ça doit être une inspiration. Ça ne doit pas du tout être quelque chose qu'il faut suivre à la lettre. Et je donne ce conseil, j'aurais bien aimé l'entendre, parce que moi, j'étais pas du tout comme ça quand j'ai commencé à jouer. Et pourtant, c'est ce qu'il faut arriver à faire. Comprendre le pitch, comprendre les tenants et les aboutissants, comprendre les choses importantes, et après, faire à votre sauce. Parce que, très clairement, si vous voulez suivre un scénario du commerce trop linéaire, vous allez casser le gros plaisir du jeu de rôle, qui est la liberté d'action des joueurs. Ensuite, le guide du maître de la 5e édition de Donjons Dragons nous parle de la structure de l'aventure. Comme vous avez compris, moi je ne suis pas très structure, mais on va voir ce qu'on peut en tirer. Il commence par nous dire que dans une aventure, il y a un début. C'est une évidence, mais c'est évidemment très important. C'est le début, c'est ça qui va engager vos personnages. Moi, c'est ce que j'appelle un starter.
ça peut être quelque chose qu'on a travaillé en amont, vous avez posé des questions à vos joueurs, vous avez construit leur background et vous vous basez de ça pour leur donner envie de partir à l'aventure. Après, ça peut être des choses très simples et très faciles à mettre en place, comme vous risquez de mourir si vous ne faites pas ça, ou tout simplement, vous allez gagner de l'argent si vous réalisez la mission qu'on vous donne. Donc, avoir un bon starter, c'est important et ça peut aller du plus simple au plus fouillé. Ensuite, on nous parle du milieu de l'aventure, c'est le corps de l'aventure. Évidemment, c'est ce qui va se passer dans votre aventure. Le plus souvent, c'est tout le corps de l'aventure, c'est tout ce qui va se passer. Et là, dans ce milieu, on va pouvoir mettre plein de choses pour le rendre intéressant. On verra ça un petit peu après. Ensuite, il vous parle de la fin, de comment la fin doit être un climax, comment elle doit être quelque chose d'être important, où tout doit être bien préparé pour que ça claque. C'est là où je dis, bah oui, mais la fin, c'est quoi? Quand est-ce qu'on arrive à la fin? Quand on va enfin tuer le boss final? Bah oui, mais tuer le boss final, ça peut prendre du temps. D'ailleurs, quand je reviens par exemple sur Curse of Strahd, la campagne, un des objectifs finaux c'est d'aller botter les fesses de Strahd. Ça peut vous prendre des mois et des mois de jeu avant d'y aller. Donc la fin de l'aventure, ce climax, il faut se méfier parce que, à moins d'avoir vraiment des choses qui poussent vos joueurs à aller jusqu'à ce climax-là, vous n'êtes pas sûr que tout le joli travail que vous allez faire autour de ce climax serve à quelque chose. Donc pour moi, plus qu'un moment climax, je parle plutôt de résolution d'enjeu. C'est important de savoir quel est l'enjeu de votre partie, de votre scénario. Et donc lorsque l'enjeu se termine, naturellement on voit que c'est la fin du scénario puisque l'enjeu est réalisé. Et moi, ce sont en fait l'adaptation des fronts dont on a parlé dans la première vidéo du guide du maître. Ce sont les fronts adaptés au scénario, cet enjeu. Et je vais revenir sur une autre chose que j'avais dit dans la première vidéo. J'avais parlé des one-shots qui pouvaient se résoudre en 3 questions. Et donc si on reprend ces questions, mes questions c'est, il vous faut un lieu de départ, une ambiance. Ensuite, il vous faut un objectif. Et c'est là où on vient, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'enjeu du scénario? Et la troisième chose, c'est il vous faut une menace maintenant tout de suite pour que les joueurs aient tout de suite quelque chose à faire. Et avec ces 3 informations-là, vous avez largement de quoi tenir un one-shot, et même un début de campagne. Si vos joueurs vous disent « je veux que ça se passe au fond d'une mine », vous savez déjà que donc ils ont envie que ça se passe dans une montagne, donc dans quelque chose de terrestre, où il va y avoir des explorations, avec des monstres troglodytes. Ça vous donne déjà un décor qui peut servir sur plusieurs scénarios après. Vous leur demandez c'est quoi pour vous l'objectif? L'objectif, ce serait bien, vous discutez tous autour de la table, et à la fin, l'objectif, c'est on aimerait bien aller retrouver la couronne du nain, parce que un des nains dans notre groupe aimerait pouvoir devenir le nouvel héritier. Wow, vous ouvrez déjà sur quelque chose de beaucoup plus grand. Ensuite, un problème tout de suite, je sais pas, il y a des gobelins dans la mine. Voilà, c'est super cliché. Mais juste ça, vous savez qu'en gros, votre aventure se termine le moment où ils ont réussi à se débarrasser des gobelins d'une manière ou d'une autre, et d'enfin pouvoir mettre la main sur la couronne. C'est la fin de votre première aventure. Mais à partir de là, des milliers d'autres choses s'ouvrent. Et donc juste avec ces 3 questions, vous pouvez partir sur un one-shot et vous pouvez partir beaucoup plus loin. Parce que vous avez un starter, vous avez un enjeu, et vous avez quelque chose pour motiver les joueurs tout de suite pour bouger. Ensuite, le guide du maître de Donjons & Dragons vous donne des conseils pour réaliser des types d'aventures différents. Et là, je dois dire, moi je trouve tout ce passage génial. C'est vraiment des super conseils parce qu'ils utilisent des tableaux de génération. Et c'est très clairement OSR, faut pas se leurrer, l'OSR ça vient de Donjons & Dragons, donc c'est dans l'ADN de Donjons & Dragons depuis le début, et là la 5e édition l'a réutilisé, et vous donne énormément de tableaux pour lancer, pour vous donner des starters, des débuts d'idées pour des genres de scénarios. Par exemple, des scénarios autour d'un lieu, autour d'un PNJ, ce sont les 2 premiers topics abordés par les tableaux, et ça franchement, ils sont super bien. Moi j'ai fait plein de scénarios, je jette des dés, je regarde, ah ouais c'est une super idée, tiens on va faire jouer ça. D'ailleurs, il vous donne dans ce même chapitre des tableaux pour générer des PNJ, pour générer des grands vilains, les objectifs des grands vilains. Tout ça, avec ça, franchement, vous avez un très bon truc pour être capable d'inventer plein de scénarios. Et ça, pour le coup, moi, je pourrais les utiliser pour n'importe quel autre jeu médiéval fantastique, parce qu'évidemment, ces tableaux sont très médiéval fantastique. Et c'est quelque chose que vous pouvez en fait designer pour plein d'autres univers. C'est-à-dire, vous faites un tableau, vous rentrez une vingtaine de tropes que vous avez envie de voir dans l'ensemble de votre campagne. Voilà le type de rebondissement que j'ai envie de voir, voilà le type de décor que j'ai envie de voir, voilà le type de créature que j'ai envie de voir. Et lorsque les joueurs commencent, vous lancez et vous obtenez votre trope. Donc ça peut être de la SF, ça peut être du cyberpunk. Qu'est-ce qui est derrière ce coup? Je joue à du cyberpunk, je lance, et bien en fait c'est Arosaka, d'accord. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir designer plein de choses et en restant dans le trope que vous avez terminé. Franchement, le tableau, c'est la vie. Utilisez ceux de Donjons & Dragons si vous avez le guide du maître et si vous jouez en médiéval fantastique. Fabriquez vos tableaux si vous jouez dans d'autres types de jeux.
Donc si dans l'ensemble le guide du maître de Donjons et Dragons fait un très bon travail pour vous donner des bases pour créer vos propres aventures, j'aimerais m'arrêter spécifiquement sur les scénars d'enquête et de mystère. On en parle dans le guide, je trouve que c'est un peu léger, on vous dit quelques conseils pour que ça fonctionne, etc. Mais il y a quand même des choses importantes à savoir sur ces scénarios. Déjà, la première chose, c'est qu'un scénario d'enquête, le risque, c'est que vos joueurs puissent patiner, ne puissent pas avoir les idées, les bonnes idées ou les bons réflexes pour résoudre l'enquête. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Lorsque vous faites une enquête et que vous décidez que cette enquête soit fermée, ça veut dire la fermer, c'est vous qui avez décidé, vous savez qui est le coupable et c'est comme ça. Le conseil que je devrais vous donner, c'est franchement ne soyez pas avare sur les indices. Il y a d'autres jeux qui ont développé ce concept, comme Trail of Cthulhu, qui est une adaptation du monde de Cthulhu dans un jeu de rôle et un système de jeu qu'on appelle Gumshoe, qui n'a rien à voir avec Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu. Même si je suis pas un grand fan de système, il donne quand même un des conseils que je trouve génial et qui pour moi a changé ma vision de l'enquête à l'époque, c'est-à-dire les indices ne sont pas faits pour être cachés et les joueurs ne doivent pas lutter pour avoir ces indices. Le plus important, c'est pas de savoir s'ils trouvent les indices, le plus important, c'est de savoir ce qu'ils font avec ces indices. On revient au même principe de la porte et du crochetage. On ne veut pas que les joueurs restent bloqués devant la porte, on veut qu'ils l'ouvrent et qu'ils aient des informations derrière. Après, ces informations, elles peuvent être plus ou moins dangereuses, elles peuvent emmener plus ou moins des problèmes, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que les joueurs vont faire avec ces infos. Donc si vous menez une enquête fermée, il faut que vous ne soyez jamais avare sur les indices. Permettez aux joueurs de les avoir, de rapidement les avoir, de faire quelques jets. En fait, quand vous faites des jets, c'est pas tellement que vous leur interdisez des indices, c'est plus ils font un bon jet, plus vous leur en donnez. Donc même si, moi dans Donjons et Dragons, même si les joueurs font un jet catastrophique, moins de 10, un jet pourri, je leur donne au moins le minimum pour que l'aventure puisse continuer à avancer. Après, vous pouvez avoir une enquête semi-fermée, c'est-à-dire vous avez une idée vague de qui est le coupable ou qui est derrière cette machination, mais vous allez vous adapter. Je sais qu'il y a des joueurs qui détestent quand ils se rendent compte que le MJ fait ça, mais ça marche bien. C'est-à-dire, ok, je pense que c'est plutôt lui. Oh, les joueurs ont l'air de plutôt se diriger vers ça, hein, peut-être que je peux changer ça dans ma narration pour que ça colle plus à leurs idées. C'est-à-dire vous écoutez ce que les joueurs font et puis vous vous adaptez. Vous gardez la trame de ce que vous vouliez, mais vous adaptez le trait. Tiens, ça pourrait être plus lui, les joueurs ont l'air de vraiment croire que c'est lui. Pourquoi pas? Ou au contraire, pour vous dire non, ils croient vraiment que c'est lui. Tiens, ça va pas être lui pour faire un petit twist dans le scénario et je vais plutôt le mettre sur celui-là. Vous gardez votre idée, vous savez à peu près où vous voulez aller, mais vous vous adaptez. Le dernier élément que je voudrais aborder dans les scénars d'enquête, c'est les problèmes de l'analyse paralysis. D'ailleurs, ça arrive dans d'autres types de scénarios, dans tous les scénarios où les joueurs font des plans. Et le problème, c'est que dès que les joueurs font des plans, ça peut durer longtemps. Et ça m'est déjà arrivé, hein, en tant que joueur, de le faire aussi. On commence à palabrer, on parle, non, je veux faire ça, je voudrais plutôt faire ça, non, moi faire ça, etc. Et là, le MJ peut aller boire un coup et attendre que le joueur se décide. Et quand le joueur le font, et ben parfois leur plan tombe complètement à l'eau. Parce que les choses se passent pas exactement comme ils voulaient, il y a des jets de dés qui ne font pas exactement comme ils veulent. Oui, ça passe par la discrétion du rogue, le rogue fait un jet de merde, et donc là, le plan est complètement à l'eau. Et donc ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que, il faut pas se leurrer, Donjons et Dragons vous donne aucune solution pour faire ça. C'est-à-dire, à moins que vous soyez hyper permissif, mais dans ce cas-là, les joueurs n'ont pas vraiment l'impression de vivre une épreuve, le système de Donjons et Dragons ne va pas du tout vous aider. Et c'est là où on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces choses? Comment un système de jeu peut nous aider à retirer ce principe d'analyse paralysis? Et là, on touche du doigt un problème qui est le rapport entre donc les règles et l'aventure et la manière dont le scénario se passe. Et pour le coup, ce sera le sujet de la 3e vidéo du Guide du Maître. À bientôt.